trois rafales français. Joris Daudet, Sylvain André, Romain Maillot. Les Français font 1-2-3. Léon Marchand qui est en train de passer Milac. Léon Marchand remporte son deuxième titre. Champion olympique avec un nouveau record olympique. Ça y est, c'est fait Pauline. Après les désillusions de Londres, de Rio et de Tokyo, Pauline Ferrand-Prévot, championne olympique de VTT cross-country. C'est la 5e balle de match. C'est celle-là qui compte. L'équipe de France est double championne olympique. Oh, le truc délirant. Le Campus Sport Club, tous les mardis soirs, 23h minuit, sur Radio Campus Lille. Et bonsoir à toutes et à tous, auditeurs et auditrices de Radio Campus Lille. J'espère que vous allez bien. C'est Adrien Fedeli. On se retrouve en ce mardi 27 mai, 23h, quelques minutes, pour une nouvelle émission du Campus Sport Club. L'émission 100% sport de votre radio préférée du Schnorr, avec, pour m'accompagner, un habitué maintenant, c'est le nordiste, c'est l'habitué, surtout de cette fin de saison. C'est le titulaire indiscutable, puisque c'est l'un des rares titulaires encore en poste. C'est Baptiste pour m'accompagner ce soir avec moi. Bonsoir Baptiste. Bonsoir à tous et à toutes, je suis très content d'être là. L'équipe est de moins en moins nombreuse, mais on s'amuse quand même. Donc, ça ne sera pas moins qualitatif. Ça sera pas moins qualitatif, ça sera peut-être plus qualitatif. Alors, attention. Attention, je prédis. Petite pique peut-être pour tes collègues. Non, je les charrie. Oui, surtout les Marseillais, les Lillois. On les aime bien. Merci pour tous les loyaux services. Merci à toutes celles et ceux qui ont participé à cette saison 4 qui sonne bientôt son glas de fin. Ouais. Nous, Baptiste, on s'est retrouvés, on en a profité justement. On va pas revenir sur une émission tout à fait standard. On profite, on a déjà pu proposer cette année des hors-séries que vous pouvez aussi retrouver pour certains en inédit, si je puis dire, sur YouTube, Spotify ou Deezer. Nous, là, on va le faire en direct, on en profite. Tu es un peu lance. Ouais. Je suis un peu le Lillois adoptif, même si bon, voilà, je suis pas très losque, mais on s'est dit pourquoi pas profiter de cette fin de saison pour faire un peu ce récap des saisons du RC Lens et du LOSC. On va parler beaucoup de foot, donc ce soir, auditeurs, auditrices. Là-dessus, je suis très content de parler de ce mini derby, on va dire, sur toute cette saison. Il y aura pas mal de choses à dire, je pense, pas mal d'enseignements à retenir, et pourquoi pas se projeter aussi pour la saison prochaine, avec les enseignements dont on en aura tiré. Tout à fait. On va surtout revenir, en tout cas, nous, tous ensemble, pendant une heure, sur tout ce qui s'est passé depuis l'été dernier jusqu'à cette fin de saison de championnat de Ligue 1, avec ces petites péripéties ici et là, juste après le coup de sifflet final. Et on vous invite, je vous invite déjà du coup à nous retrouver sur YouTube, Spotify ou Deezer. Il y aura une petite partie bonus pour celles et ceux qui veulent nous écouter encore plus assidûment sur l'après cette saison, et on parlera un peu plus mercato, et on reviendra notamment sur les derniers événements de cette saison avec les départs ici et là annoncés. Baptiste, on va faire assez simple. Avant d'aborder le vif du sujet, de revenir un peu chronologiquement sur les événements ici et là à Lens et à Lille. Petit bilan global maintenant à froid de cette saison, côté Lens, côté Lille. Je vais te laisser la parole. On va aborder d'abord la saison lensoise. J'ai l'impression, moi, personnellement, que c'est une saison où on a beaucoup critiqué Lens, mais qui finalement s'en sort pas trop mal. Je suis complètement d'accord avec toi, parce que tout le monde attendait, je pense, Lens, même moi, en tant que supporter lensois, plus haut dans le classement, aller chercher une place en Europe. Finalement, je trouve pas que c'est une mauvaise chose, sachant qu'on a eu un effectif quand même remanié avec les départs de Seko Fofana, Loïs Openda et Franquès surtout. Donc c'est pas, au bilan, c'est pas une mauvaise saison, même si il y a eu des couacs qui auraient pu être rectifiés. Certains matchs, je pense, on aurait dû gagner cette saison. Donc voilà, je dirais que c'est quand même une saison en dents de scie si on se met de
à la place des supporters lensois, voilà, c'est plutôt une saison dans ta peau à toi en tout cas, forcément beaucoup plus critique. Mais c'est une très belle place quand même, parce que ça reste une place proche de l'Europe, alors qu'il y a quelques années cela, on était encore en Ligue 2, donc faut s'en satisfaire quand même d'une place de 8e. Et puis des gros bouleversements au moment d'entamer la saison à l'été dernier. Tu parles de tous ces départs, l'entraîneur avec tout son système de jeu, ses hommes forts. Puis cet hiver aussi. Et encore plus en milieu de saison qui vient complètement aussi casser une forme de dynamique que c'était un peu. Qui s'était un tout petit peu installé en tout cas à Lens avec Will Steele, donc le nouvel entraîneur. Et moi je notais, j'ai fait au bilan de la saison, je trouvais ça assez fou. On a beau être critique avec cette équipe-là, elle n'a quand même jamais quitté la première moitié de tableau du championnat. Ouais. C'est quand même à retenir parce que l'année dernière... Donc c'est une équipe qui finit 8e, pour dire aussi le bilan, 52 points, 15 victoires, 9 nuls, 12 défaites. Beaucoup de défaites forcément un peu surprises, mais comparativement à des victoires encore plus inattendues aussi selon les phases qu'on va aborder après. Et finalement, elle n'a jamais été au point mort où elle descend et on parle de oh là là, la Ligue 1 cette année, c'est peut-être ventre mou, relégation. Non, et puis ils ont encore fait mieux que l'année dernière en termes de points. Si on prend statistiquement, je crois que c'est 1 point de plus que la saison dernière. Et Will Steele à la fin disait justement à l'approche des dernières journées, dire mon objectif c'est de faire mieux que le précédent exercice. Ouais, voilà. Et puis moi je m'en souviens que l'année dernière on parlait tous au départ de ventre mou quand on a commencé dans les dernières places, quand il y a eu cette série de nuls et de défaites sous Francaise sur sa deuxième saison. Sur sa deuxième saison en troisième, voilà. Sa dernière saison du coup comme coach. Et là cette année, voilà, comme tu le dis, Will Steele c'est jamais en dessous de la deuxième partie du tableau, donc on peut se satisfaire aussi de ce point-là. Et voilà, c'est pas une mauvaise chose. Même quand ça a été dur, ça n'a jamais été critique. Non. On va quand même aborder forcément à un moment donné des moments où ça aurait pu le devenir, mais Lens a toujours trouvé en tout cas certaines armes et certaines ressources malgré des moyens donc très limités. À l'inverse, Lille, une saison pour le coup plutôt réussie, et le plutôt il a vraiment tout son sens parce que Lille finit 5e donc aux portes du top 4 qui signifie la Ligue des Champions, et pourtant quand on parle de LOSC et de Ligue des Champions cette année, qui l'eût cru? Personne. D'abord, qui l'eût cru que Lille soit le seul club français à faire top 8, qualifié automatiquement en 8e de finale de Ligue des Champions, à battre des grosses écuries sur lesquelles on reviendra juste après, pour ne citer que le Real Madrid, mais juste déjà revenir sur ça. Et pourtant, est-ce que finalement, c'est une saison plutôt réussie, d'autant que je trouve que Bruno Genesio, avec un effectif plutôt quand même complet, très peu de départs, d'arrivées, enfin très peu de mouvance non plus aussi en cours de saison. Il a réussi à installer un certain turnover, même si on a vu qu'à l'usure, plus de 50 matchs joués par les Lillois, à la fin ça paye. C'est surtout le nombre de matchs qui a payé, mais en termes de groupe, je trouve qu'il a vraiment construit un collectif cette année, surtout on va retenir surtout en Ligue des Champions. Voilà, il a réussi à construire quelque chose de fort avec cette équipe. Malheureusement, comme tu le dis, ce qui a payé, c'est vraiment le nombre de matchs qui a vraiment coûté sur la fin de la saison et sur quelques points, et on en parlera en Coupe de France aussi. Mais sinon, pour moi, cette bataille pour l'Europe était aussi très dense. Oui, il y avait quand même entre le 4e et le 8e, ça a été longtemps très très dense. Donc, c'est sûr. Ça se joue à un point, mais c'est la dure loi du sport finalement. Et puis ça se joue selon presque les différences de buts chez certaines équipes. Donc ça a vraiment été une saison disputée. Je pense que le LOSC n'a pas, sans vouloir non plus, ils ont fait ce qu'il fallait quand même dans les tout derniers matchs, malgré la défaite face à Brest. On a puisé aussi dans les efforts de chacun. Voilà. Je trouve ça a été aussi le cas à Lens, mais pour d'autres raisons. À Lille, c'était très compliqué d'instaurer, je trouve, un 11 type sur du long terme, définitif. C'était surtout de la rotation. Qui s'est dessiné, mais Genesio, au bout d'un moment, a dû dire mais je suis obligé en fait de devoir faire des changements avec les échéances européennes, avec la Coupe de France qui a un tout petit peu joué aussi. Bien sûr. Il était sur tous les tableaux, et on va y revenir dans un très court instant, surtout le début de saison qui a été beaucoup plus costaud pour les Lillois. On parle beaucoup de la préparation, des matchs amicaux, de la préparation physique. Lille, tout de suite dans le bain. Eux, ça a été d'une violence certaine. Donc, forcément, sur la fin, ça paye un tout petit peu. Mais 5e de Ligue 1 avec 60 points, 17 victoires, 9 nuls, 8 défaites. Là aussi, des défaites un peu contrariantes dans le lot, mais des belles victoires à l'arrivée dans d'autres compétitions. On va y revenir dans un instant. Puis surtout, on en parlera aussi, mais cette magnifique série de 21 matchs sans défaite
qui est la grande réussite du LOSC cette saison aussi, et qui, mine de rien, même avec 21 matchs sans défaite, t'es quand même pas très bien récompensé à l'arrivée. Ouais, mais ils peuvent se satisfaire de ça pour l'année prochaine. Ça, c'est un enseignement pour l'année prochaine. Surtout pour une équipe qui avait un nouvel entraîneur comme Bruno Genesio. Qui a réussi à s'imposer du coup. Là aussi, un peu des similitudes. Des similitudes entre les deux clubs. Et ben on va y revenir. On va rattaquer cette saison 2024-2025 depuis le presque début. On va un peu passer sur la période de juillet des matchs amicaux de certains. Même si Lille a énormément concentré ses matchs amicaux sur une quinzaine de juillet, puisque eux, début août, c'était le charbon, c'était au boulot. Lille qui avait fini 4e, là encore, 4e à la dernière journée de la saison passée, coiffé au poteau par Brest, et qui, de ce fait, devait passer par 2 tours préliminaires avant de pouvoir accéder à la phase de ligue de la Ligue des Champions. C'est le nouveau format, la phase de ligue, cette année avec une immense poule. Mais avant ça, il devait passer par des matchs, et ça commençait dès début août, tout début août. On était en plus en période JO, et il y avait une double confrontation contre Fenerbahçe en 3e tour préliminaire de Ligue des Champions. Là où les hommes de Genesio s'en sont sortis en gagnant 2-1 à domicile, c'était au Hainaut, rappelez-vous, puisque Pierre Mauroy était occupé par les Jeux Olympiques. Et ils avaient tenu bon en Turquie ensuite au retour. Ils perdaient 1-0, puis en prolongation, un pénalty de Jonathan David les avait qualifiés pour les barrages toute fin août, encore là, pour une victoire 2-0 encore au Hainaut face au Slavia Prague et une défaite 2-1 en République tchèque qui n'avait aucune incidence du coup sur leur qualification au cumul. Mais déjà un mois d'août ultra chargé, on comptait 6 matchs avec les matchs de Ligue 1. Là, le LOSC, en tout cas, très vite, les bases étaient données. C'est clair. Et puis moi, j'avais regardé le match contre le Fenerbahçe. Ça a été très, très compliqué au retour. Il a fallu tenir. Et on a bien vu que le LOSC a montré sa solidité défensive surtout. Et aussi sa force offensive, comme tu me l'as dit, avec Jonathan David et Denze Groba. Ouais, je m'étais noté, en tout cas, au niveau des buts et même des passes décisives entre eux, Jonathan David et Denze Groba qui ont démarré fort, très décisifs, en tout cas pour la Coupe d'Europe, et qui très vite se sont révélés comme étant les 2 gros atouts offensifs côté LOSC. Côté Lens, mine de rien, faut pas l'oublier, Lens s'était qualifié en Ligue Conférence, mais en France, la Ligue Conférence, on n'y accède pas tout de suite. Il faut passer par les barrages. Et c'est déjà un premier moment un peu coup derrière la tête pour vous, les Lensois. Surtout sur le tirage, parce qu'il y avait quelques équipes qui étaient plus abordables et on est tombé sur l'une des pires équipes à tirer, le Panathinaikos, dont Marseille avait aussi été éliminé un an plus tôt. Donc, tirage très compliqué. On s'y attendait, mais de là à ce que ça soit un match aller-retour comme ça, moi je m'y attendais pas du tout. Et je trouve que je trouve que cette confrontation-là, juste des toutes petites notes que j'ai prises sur les buteurs et les actions, je trouve que ça résume déjà très bien l'ambiance et l'atmosphère qui va un peu rester tout au long de la saison à Lens, c'est-à-dire gagner un peu dans la douleur en se faisant peur avec ce match aller, gagner 2-1 à domicile, avec un rouge subi dès la 20e minute de Facundo Medina qui prend carton rouge, qui vous met à 10 contre 11. Heureusement que vous marquez le 2-0 même en infériorité numérique, parce que du coup le 2-1 qui arrive en seconde période et vous qui faites bloc, ça tient bon. Et au retour, je vois un penalty manqué de Florian Sotoka dès la 15e minute pour l'ouverture du score. Là encore, c'est dommage, c'est dommageable. Derrière, vous prenez 2 buts en seconde période, dont le but fatal à la 85e minute. Même Will Steele prend quelques minutes plus tard un carton rouge. Je ne sais pas si tu te souvenais de ça. Non, je ne me souvenais plus du tout. Mais par contre, ça montre un peu, je trouve, le degré de tension. Ouais. Je ne sais pas si c'était volontaire, je ne sais pas si c'est une hargne un peu instaurée par Will Steele. C'est quelque chose qui dépeint un tout petit peu de ce que faisait Franck Hez, où on a l'impression que Franck Hez, c'était y mettre l'envie, mais de manière mesurée, où on a l'impression qu'avec Franck Hez, ça, c'était juste, c'était judicieux, c'était ni trop, ni pas assez. Ouais. Ils savaient y mettre du leur. On a l'impression qu'avec Will Steele, tout d'un coup, ils ont démarré aussi avec déjà un impératif européen ultra tendu, avec des enjeux aussi financiers. Ouais. Cette double confrontation-là, ça me donne tout de suite le ton, on a l'impression. Ça donne le ton clairement de la saison. C'est ce qui résume clairement notre saison à partir des barrages. Et moi, pourtant,
dans les matchs de pré-saison, dans les matchs amicaux, j'avais trouvé le système de Westfield plutôt intéressant. Ça jouait plutôt vers l'attaque, plutôt des tirs directs, des actions directes, alors qu'avec Francaise, on avait plus tendance à tourner, à faire tourner le ballon. Et malheureusement, je pense que c'est surtout, tu as rappelé le penalty de Florence Otoka, mais je pense que ça nous a mis un coup derrière la tête, mais je pense que c'est surtout à l'aller le rouge de Facundo Medina, où on se retrouve avec une défense, malheureusement, je pense, qui n'est pas assez prête physiquement pour aborder quand même le Panathinaikos, au retour, ouais, avec Malanksar, Kuzanov et Grady. Et malheureusement, je pense que ça s'est payé à la fin. Malanksar, il avait fait très peu de minutes à Chelsea, il n'avait pas du tout joué même. Du coup, ça a été très compliqué pour lui face au Panathinaikos. Et voilà, je pense que c'était un rythme à retrouver et malheureusement, le rythme était trop court avec l'absence de Medina notamment. Lens qui arrive quand même à bien démarrer en Ligue 1 en parallèle, parce que là on est aussi fin août pour cette double confrontation contre le Panathinaikos. 18 et 25 août, c'est victoire pour démarrer la saison à Angers 1-0 et 2-0 ensuite à domicile contre Brest, où encore une fois il y a carton rouge pour un Daver Machado. Là aussi, plus qu'un rouge, de montrer un peu le cadre de tension ou peut-être peut-être l'aspect physique en tout cas que veut instaurer Westhill et que les joueurs s'efforcent de donner. Le problème, c'est que ces rouges, ça inclut des expulsions, mais surtout pour des matchs de suspension à venir qui pénalisent au fur et à mesure de la saison l'équipe. Et les rouges, vous n'avez pas manqué d'en faire aussi tout au long de la saison. Il y en a eu beaucoup. Voilà. Et puis on aborde un peu cette entame de saison où donc on se dit que bon, l'élimination peut être dans le dos, mais la Ligue 1 ça va aller, le schéma de jeu rentre bien. Et puis vous tapez un calendrier, mon Dieu, un calendrier contre que des futurs favoris à l'Europe. Ouais. Alors il y a Rennes dans l'eau qui finalement ne tiendra pas du tout la distance, mais sur le papier c'est 5 équipes qui sont Europe ou candidates à l'Europe, ou à terme en tout cas le seront. Vous tapez Monaco, Lyon, Rennes, Nice et Strasbourg d'affilée. Je crois que c'est l'un des pires moments du calendrier qui soit. C'est très compliqué. Et c'est cette fameuse série de 5 matchs nuls. Est-ce qu'ils sont si nuls que ça, ces 5 matchs nuls qui se passent donc pendant tout un mois, du 1er septembre au 6 octobre 5 matchs nuls d'affilée. Contre des équipes comme ça, malheureusement, je suis obligé de dire non, c'est pas catastrophique de faire 5 nuls face à Monaco, Lyon, Rennes, Nice et Strasbourg, même si Rennes ça a été compliqué. Après, peut-être, en fait, c'est ça qui a pêché aussi sur notre saison, c'est surtout le haut du tableau. Je crois que l'année dernière, c'était plutôt l'inverse. On réussissait bien contre le haut du tableau et c'était très difficile contre le bas du tableau. Et là, ça s'est inversé cette année. Voilà, ça a été très dur contre le haut du tableau. Même si en fin de saison, c'est un peu repris. C'était pas catastrophique. Voilà, je pense pas. Enfin, moi, je me suis pas inquiété après les 5 nuls. Mais ça annonce un peu la couleur de la saison, je trouve. Ouais. Après, dans l'eau, il y a 4 buts marqués seulement. Vous n'en concédez que 4 de fait, mais vous ne marquez que 4 buts. Il y a encore un petit carton rouge aussi au passage pour Anas Zaroui, qui avait pris un deuxième jaune contre Nice. Mais vous tenez le match nul. Donc là-dessus, on voit aussi quelque chose aussi dessiné peut-être, serait un point faible. La défense a l'air plutôt bonne, avec aussi toujours des tauliers en place. Brice Samba, Kevin Danso, Medina, Gradit sont toujours dans l'effectif. Vous n'avez pas eu beaucoup à changer cette défense-là, avec Machado, Frankowski, toujours là d'ailleurs. Oui, bien sûr, parce que normalement Danso devait partir, j'ai oublié de le préciser, au moment du match du Panathinaikos à la Roma, mais du coup ça s'est pas fait suite à un problème médical. Donc la défense est toujours restée la même et je pense que ça s'est ressenti au niveau des buts concédés. Il y en a eu très peu. On a été meilleure défense du championnat pendant un certain moment. Voilà, par contre, la faiblesse, ça a toujours été l'attaque depuis 2 ans. Très gros problème depuis le départ de Loïs Openda avec un gros problème au niveau de l'attaque. Depuis Loïs Openda, on a eu Eli Wahi et Enzola, et malheureusement, ça n'est pas passé. Ils n'ont pas réussi à s'imposer comme les supporters lensois le voudraient, malheureusement. Ouais, on va en parler un peu tout au fur et à mesure de cette saison-là. Puis pour finir, avant de marquer une petite courte pause musicale, si tu le permets, on reste un peu sur ce lance de ce début de saison. On abordera Lille juste après la pause musicale, puisqu'après cette série nulle, il y a une petite tendance qui s'installe. Déjà, vous mettez fin à cette série en gagnant à Saint-Etienne. Et puis après, il y a 2 gros matchs couperés. Le tant attendu derby
qui était chez vous à Bollaert, Ouais. à l'aller, c'était le 26 octobre dernier, défaite 2-0 dans Ouais, un dernière temps minute, additionnel Mm. interminable. C'est tout à fait le cadre du derby du Nord qu'on aime, dans le sens la tension qu'il y a, C'est vrai. même si voilà, faut pas que ça déborde. Et puis après, vous perdez seulement 1-0, mais 1-0 à Paris, avec là encore un rouge pour cette fois Abdoukodir Kouzanov. Tout le monde veut y passer. J'ai l'impression que tout le monde doit avoir son petit billet. Il a fallu que tout le monde ait un carton. Ouais. Et puis suivre après encore une victoire 3-2 à l'arraché contre Nantes. Celle-là, elle était folle, avec cette tête de Nicolas Palois. Peut-être que les supporters lensois qui nous écoutent se souviennent de ce match, avec Adrien Thomasson qui en profite. Et puis encore une défaite à domicile, mais contre Marseille, avec ce tournant-là, cette VAR qui intervient sur le 2-2 de Labo Lascari, qui se transforme en un 2-1, toujours pour Marseille. Coup franc à l'opposé du terrain, à l'entrée de votre surface, et le coup franc est marqué par Pierre-Emile Heuberg pour le 3-1, passé de 2-2 à 3-1. Ah là, c'est un peu des matchs frustrants aussi. La défaite dans le derby 90+, 1-0 seulement à Paris, alors que vous évoluez en plus tout de suite de la dernière demi-heure à 10 contre 11. 3-1 contre Marseille, alors que ça aurait pu finir avec un match nul sans problème. Là aussi, la frustration s'installe avec les 5 nuls que tu as dans le dos. Je pense que ça devait être, c'est sûr, pour vous, encore plus. La frustration aussi arbitrale aussi, contre Marseille, comme tu l'as dit, et puis contre Lille sur le penalty. Il y avait, la faute de Danso, faute de main de Danso avait été très discutée sur le penalty de Jonathan David. Donc ça avait été compliqué. Frustration, c'est le mot pour ce début de saison. Voilà, et quelques petites lacunes encore offensives qui se font ressortir à l'époque. Ouais, voilà, mais vous restez quand même, malgré ces contre-performances, dans le haut de tableau. En fait, vous restez toujours dans cette moitié de tableau. Ouais. Et ça laisse présager quand même que si du mieux revient à Lens, en tout cas, pourrait viser un peu plus les places européennes. Mais nous, avant d'aborder le LOSC et de revenir sur ce début de saison, petite pause musicale quand même pour vous, sinon on parlerait 1 heure comme ça. Mon pauvre Baptiste, il faut bien leur laisser un peu de répit, et nous aussi. Bon, on parle de Lens, donc je me devais de mettre un petit coup les corons. Un petit coup, hein, pas trop. Ça va faire plaisir à tous nos Lensois, je pense. Sachant que c'était les 20 ans de la disparition de Pierre Bachelet il y a quelques semaines, donc en plus on en reprofite. Voilà, merci Pierre Bachelet, et à tout de suite pour la suite de cette saison. Pierre Bachelet, les corons qui était en direct sur Radio Campus Lille 106,6 FM. Vous êtes de retour en direct pour nous écouter pour cette nouvelle émission du Campus Sport Club, et on revient ce soir jusque minuit avec Baptiste sur les saisons du RC Lens, donc, mais aussi du LOSC, mon cher Baptiste. On va aborder justement cette entame de saison du LOSC. On était revenu en tout cas sur la partie européenne avec ses qualifications. Lille qui a réussi à se qualifier pour la Ligue des Champions, donc à ce moment-là de la saison. On est à l'automne dernier. Lille qui, après ce mois d'août ultra dense, avait enchaîné sur 3 défaites, avec une défaite contre Paris Saint-Germain à domicile 3-1, à peu près logique. Une défaite par contre totalement surprise 1-0 à Saint-Etienne, une défaite ensuite 2-0 au Sporting Portugal, avec là encore une histoire de carton rouge dès le début du match. Donc Lille qui entame très mal son mois de septembre et sa vraie saison, si je puis dire. Et je ne sais pas trop quoi en penser à l'époque. On ne se dit pas qu'il y a une crise, mais on se dit que ça ne va pas être une belle et glorieuse saison, peut-être sur le papier à ce moment-là. Ouais, c'est ce qu'on se dit, mais après, je pense qu'aussi c'était une période de rodage pour l'effectif de Bruno Genesio. Déjà la défaite à Paris, je pense qu'on peut oublier, parce que Paris cette année, ça a été exceptionnel. Par contre, oui, face à Saint-Etienne, c'était plus surprenant. Petit signal d'alerte, C'était un petit signal d'alerte. Et voilà, je pense que ça a inquiété un peu nos amis lillois en début de saison sur la situation du club sur toute la saison. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas du tout à la suite à ce moment-là de la saison. Ou non. Mais ouais, je pense que c'était surtout une période de rodage pour eux. Puis la défaite inaugurale pour cette nouvelle phase de Ligue des Champions, donc ce méga championnat de 36 équipes. On ne sait pas trop en plus à ce moment-là ce que ça va avoir comme incidence. Est-ce que tu peux perdre facilement 4 matchs mais te qualifier, ne pas te qualifier? Si tu finissais dans les 8 premiers, tu allais tout de suite en 8e de finale. Si tu finissais entre la 9e et la 24e place, il y avait les barrages. Tu te dis finalement, les barrages pour Lille, c'est quand même prenable, largement prenable au vu des 36 équipes. Et puis finalement, après ces 3 défaites, on arrive très vite à cette tendance où la Ligue 1 reprend. Lille ne perd plus en tout cas, mais ce 2 octobre 2024, il y a l'affiche du siècle pour le LOSC qui reçoit à domicile à quelques centaines de mètres d'ici le Real Madrid. On avait fait une émission assez costaud à ce moment-là.
Et le LOSC qui l'emportera ce mardi soir-là contre le Real Madrid 1-0, but de Jonathan David sur penalty. Assez fou. Alors, c'était pas un très grand Real pour le coup, non, mais une grosse ambiance, un LOSC solide jusqu'au bout. Lucas Chevalier, qui, on va le répéter aussi plusieurs fois dans la saison, va être indispensable. David aussi en attaque, et c'est vraiment les opposés. C'est David devant et sans Chevalier derrière. Je pense que la saison du LOSC est un peu en deçà, clairement en deçà, je dirais même. Mais ce 2 octobre, un gros déclic peut-être côté du LOSC. Et surtout une révélation aussi, tu as parlé de David et Chevalier, Boady aussi qui a été très très bon sur le match face au Real. Moi j'avais regardé le match et franchement impressionné par la manière dont jouait le LOSC qui a clairement contrôlé le Real sur toutes ses actions. Ils ont eu du mal presque à jouer, enfin à marquer surtout. Ça a été une très belle victoire pour le LOSC, surtout porté par un Pierre Mauroy. Je pense qu'on n'avait jamais vu une ambiance autant forte à Pierre Mauroy. Donc je pense que ça sera une victoire historique pour le LOSC. Toute compétition confondue. Une victoire historique. 3 semaines plus tard, le 23 octobre, bis repetita. Cette fois, c'est à Madrid contre l'Atlético, l'autre Madrid de Diego Simeone. Dans le même mois, il bat Carlo Ancelotti et Diego Simeone. Pep Genesio à jamais le grand Bruno Pep Genesio. 3-1 victoire des Lillois là-bas avec encore les hommes providentiels en attaque, Eden Zegrova et un doublé de Jonathan David. Là encore on voit tout de suite. Je trouvais aussi, point à noter, je le note tout de suite avant de l'oublier, parmi les hommes forts du LOSC contre le Real Madrid, un très très bon Thiago Santos, arrière droit, qui va malheureusement sur la fin de saison se blesser gravement les ligaments croisés et qu'on ne reverra plus. Je trouve que ça a beaucoup manqué côté droit au LOSC, qui vont devoir tourner avec Thomas Meunier et Issa Mendy, qui sont beaucoup plus lents, plus vieux. Il a manqué un petit élément un peu plus vif, peu plus rapide et jeune. Voilà. Donc petit point là-dessus, mais Lille qui enchaîne, qui gagne en Coupe d'Europe, qui bat des très gros, qui performe en Ligue 1, en tout cas qui ne perd pas, au point qu'on arrive très vite à une série de victoires qui commence à se dessiner. 3, 5, 10, 15, même quand arrive la Juventus Turin à domicile, les Lillois tiennent le nul début novembre, un partout. On est sur une vraie dynamique positive, quelque chose que n'arrive pas trop de son côté à construire, en tout cas le RC Lens. C'est vrai. Et ça porte Lille, malgré les petits pépins, malgré les nombres de matchs costauds, puisque la Ligue des Champions est encore plus dense cette saison-là. Est-ce que tu penses que Lille tient bon parce que les résultats suivent ? Oui, et puis surtout, je pense que la semaine folle avec la victoire face à l'Atlético, plus la victoire dans le Derby du Nord, je pense que ça leur a donné vraiment ça arrive 3 jours plus tard, un deuxième souffle, un regain. Et ils ont vraiment été portés par ces 2 victoires. Voilà, comme tu as dit, 3 jours après, je pense que Bruno Genesio lui-même, en faisant un peu tourner son effectif, s'attendait pas à gagner pour le Derby. Et il a fait une semaine parfaite. Et je pense que ça a été un enseignement pour les Lillois qui ont continué comme ça jusqu'au 21e match sans défaite. 21 matchs de suite, ils ne perdront plus de 2024. À partir de mi-septembre, ils ne perdront plus de l'année jusqu'à fin janvier. Donc on aura un match, bon cette fois ça sera contre le grand Liverpool. On leur pardonnera de perdre la série sur ce match-là. Ça aurait pu être pire, ils auraient pu perdre sur d'autres matchs. Mais ils auraient pu même gagner ce match. Sur le papier, ils auraient pu même en tout cas tenir le nul, ça n'aurait pas été une insulte déjà. C'était bien. De son côté, Lens, on arrive aussi en cette fin d'année 2024. Lens qui est encore à tâtons, qui n'est plus dans sa série de nuls, qui gagne des matchs mais qui en perd aussi d'autres. Il y a ce match aussi mi-décembre, c'est l'arrivée des clubs de Ligue 1 en Coupe de France et le tirage ne vous facilite pas du tout la tâche. Le Paris Saint-Germain d'entrée. Et pourtant, là encore, comme le match perdu 1-0 au Parc, où là encore vous êtes à ça, quoi. Ouais, ça tient. Et je pense que là aussi, comme tu l'as dit au départ, c'est encore le même problème qu'au début de saison, c'est le manque d'efficacité, avec Fulgini qui rate plusieurs occasions devant Safonov, parce que c'était même pas Donnarumma en Coupe de France. Et surtout, moi, j'ai vu une révélation pendant ce match, ça a été Kuzanov, que j'ai vu exceptionnel face à quand même une grosse attaque, une très très grosse attaque. Il a appris du match de Ligue 1 3 mois plus tôt, il avait pris rouge. Ouais, donc il a appris là à se calmer un peu, même s'il finit avec une arcade en sang. Mais ouais, ça a été un très très beau match. Moi qui étais au stade, c'était un très très beau match.
Et voilà, malheureusement perdu sur penalty. On pouvait un peu s'y attendre avec... Enfin, au tir au but, même précisément. Au tir au but, pardon. On pouvait s'y attendre avec un Safo... Enfin, moi, je m'y attendais avec un Safonov au but qui est très, très bon sur sa ligne au tir au but. Voilà. Malheureusement, cette défaite, je pense qu'il nous a un peu mis un coup au moral. Un petit coup, voilà. Et puis, petit coup moral, ouais. Puis c'est vos 4e et 5e tireurs, c'est Enzola et Diouf qui manquent le coup. En plus, ça s'est joué sur la fin, encore une fois. Ouais. Lens qui, pour autant, ne se laisse pas démener, en tout cas en Ligue 1, qui tient bon, qui entame malheureusement, et là ça sera un match, je trouve aussi symbolique de 2025 plus clairement. Vous jouez à domicile et vous perdez 1-0 contre Toulouse avec encore un carton rouge contre vous. Cette fois, c'est Pereira da Costa qui s'y met. Perdez sur penalty. Et je trouve que cette défaite-là, 1-0 à domicile avec des rouges, avec du non-jeu aussi offensif. Elle fait très mal. Ou en tout cas, c'est pas du non-jeu, mais c'est des milliers de tentatives pour pas grand-chose. C'est surtout ça qu'il faut retenir de vous. Ouais, c'est sûr. C'est un jeu, comme tu parlais de Francaise à l'époque, beaucoup de débordements. Là, tout d'un coup, Will Steele qui veut beaucoup plus appuyer sur les centres et essayer de trouver du monde, ça ne marche absolument pas. Ce jeu-là, et vos attaquants ne sont pas spécialement très présents à la surface. C'est une défaite qui ressemblera beaucoup à d'autres de 2025. Oui. Et des défaites à domicile. Et je notais qu'on est à la mi-saison, on est à une vingtaine de matchs de championnat quand arrive fin janvier. À ce moment-là, vous regagnez des matchs quand même sur le mois de janvier. Et on arrive à un constat où vous êtes plus fort à l'extérieur qu'à domicile. Ouais. Ce qui est un peu une étrangeté côté RC Lens quand on sait que Bollaert a toujours été... Oui, c'est les deux dernières saisons, ça a été exceptionnel. C'est exceptionnel. Je crois que la saison où on fait deuxième, c'est presque pas beaucoup de défaites à domicile, presque pas. On est sur une série d'invincibilité à domicile, et là, c'est complètement l'inverse. Peut-être la pression, je ne sais pas, je ne serais pas donné de raison, mais ouais, c'est sûr que là, ça a été un mauvais constat pour le RC Lens à domicile. Ouais, et donc en janvier, ça se passe encore pas trop mal. Sauf qu'on arrive aussi sur cette période du mercato hivernal. Il faut qu'on en touche un tout petit mot quand même. Où là, on parlait de ceux qui n'étaient pas partis à l'été et qui étaient bien heureux d'être chez vous. Et là, drôle de schéma qui se passe à Lens avec des départs un peu aussi, je ne sais pas comment vous les jugez, vous, côté, mais un peu vagabond, un peu mercenaire. Il y a un départ que je peux comprendre, notamment du niveau des dirigeants, c'est Kuzanov, voilà, qui est la plus grosse vente du club, 50 millions d'euros, je pense que c'est... Manchester City, je peux difficilement refuser. Oui, voilà. Un chèque tombe. Pour Manchester City, c'est difficilement refusable, sachant que je pense que les dirigeants ne s'attendaient pas à une offre aussi élevée. Par contre, Danso... Un peu pareil, même si je m'attendais à ce qu'il reste toute la saison et qu'il finisse fin de saison. Donc là, un peu déçu du joueur quand même. Par contre, la plus grosse défaite, j'ai envie de dire, c'est le départ de Brice Samba pour Rennes. On s'y attend pas du tout. Le capitaine qui dit quelques semaines avant qu'il se sent bien à Lens et qui finira la saison. Malheureusement, c'est pas du tout le cas. Il s'en va en plus avec l'entraîneur des gardiens du RC Lens. Donc ça nous met un gros coup au moral. Il faut retrouver très vite un second gardien, enfin un gardien titulaire, puisque le Will Steele et son staff ne font pas vraiment confiance à Hervé Kofi, deuxième gardien. Qui avait joué la Coupe de France. Qui était pas mauvais, même bon, mais malheureusement. Et aussi très critique, un peu à l'image de la saison. On a été même très critique sur le moindre de ces... Sur la moindre boulette de Hervé Kofi. Et malheureusement, voilà, je pense que le départ de Brice Samba, ça a été vraiment un coup de massue sur la tête des Lensois, malheureusement, pour la suite de la saison. Et la petite touche en plus, un Przemysław Frankowski, qui était aussi un de vos tauliers de la défense, du coup, parce qu'on parle de Kuzanov, Danso qui était les titulaires, Samba, le gardien titulaire capitaine, et Frankowski sur la droite. Qui s'en va dans les derniers jours du mercato à Galatasaray. Ouais. Ça aussi, ça fait un coup. Et logiquement, c'est un peu aussi avec une défense à remanier et une attaque qui est toujours un peu amorphe que Lens enchaînera pendant un mois, de début février à début mars, 4 défaites de suite en Ligue 1. 2-0 à Nice, 2-0 contre Strasbourg, 3-1 à Nantes et 4-3 à domicile contre Le Havre. Ouais. Celle-là, elle est un peu très aussi... dure, celle contre Le Havre. Celle-là, elle est très dure. Vous l'encaissez en plus à la toute fin du match.
évidemment, ce 4e but. Avec un Jordan Ayew qui a été particulièrement costaud face à Lens. Face à Lens, pour le Havre, Jordan Ayew qui a été exceptionnel. André Ayew, pardon. J'ai confondu les deux. Du coup, dans les dernières minutes, ça a vraiment fait mal, cette 4e défaite. Là, je pense qu'on pouvait se demander si Lens n'avait pas joué le milieu de tableau, voire la seconde partie du tableau. Ouais. Si je te propose, on va même pas basculer tout de suite sur Lille en fait. On va poursuivre cette saison du RC Lens jusqu'au bout. Ça marquera aussi une petite pause après pour finir sur Lille. Puisqu'on est sur cette série de 4 défaites, arrive Marseille, mine de rien, début mars, et là tout le monde crie à la 5e défaite. On se demande juste sur quel score. Moi, très sincèrement, je vois encore avec les collègues journalistes dire bon, alors, le gars vous dit 3-0, 4-0, 5-0. Parce que tout le monde se dit qu'on va prendre une murge face à Marseille. Mais c'est à Marseille, c'est à l'extérieur à nouveau. Contrairement à la défaite 3-4 contre le Havre à domicile. Tu vois, on est encore sur cette dynamique étrange de cette saison où Lens à l'extérieur peut briller facilement à l'extérieur, et grâce à un homme dont on va beaucoup parler notamment à partir de mars, le petit Naïl El Ainaoui, le milieu de terrain de cette saison, qui avait dû être vendu aussi à l'été, qui était blessé, qui a finalement démarré, et puis a démarré forcément avec peu de temps de jeu, un rythme complètement amorphe, 0. Et puis finalement arrivé fin 2024, début 2025, où ici il va aussi essayer des schémas tactiques différents. Le mercato d'hiver va un peu bouleverser ses plans aussi peut-être. Il fait repasser une défense à 4, il est revenu à 3 avec des pistons. Finalement, il n'a pas peut-être trouvé le beau juste, mais il a beaucoup densifié le terrain parce que les attaquants en face ne faisaient rien. Et puis au milieu, il a fait revenir aussi Nampalys Mendy qui était avec la réserve. Oublié, qui était complètement oublié. On s'est dit il va être vendu à l'hiver ou l'été, mais vivement qu'il parte vu son salaire. Et finalement, presque une résurrection de Nampalys Mendy qui était titulaire, je crois, contre Marseille, et qui a fait une prestation impeccable face à Marseille. Oui, parce qu'à noter que Lens ne s'est pas beaucoup renforcé pendant le mercato d'hiver. Non, surtout en défense avec l'arrivée de Djoumaba en prêt, qui a été plutôt intéressant, et Godwin Koyalipou, voilà. Et Agbonif aussi mais très vite absent, très vite absent dans cette fin de saison. Et Naïl El Ainaoui qui offre ce but dans les dernières minutes du temps réglementaire à Marseille, qui s'avérera être l'homme vraiment en forme de cette fin de saison. La preuve par l'exemple, c'est un milieu de terrain qui au début était peut-être plus relayeur, qui s'est porté beaucoup plus vers l'offensive et qui finira meilleur buteur du championnat. A tiré quelques pénaltys ici et là, certes, mais meilleur buteur de votre saison au RC Lens en Ligue 1. Je pense pas qu'en début de saison, tu coches Naïl El Ainaoui pour être le meilleur buteur. Ah non, personne ne coche Naïl El Ainaoui. On pense déjà au buteur, on se dit, allez, peut-être Nzola, qui vient de la Fiorentina, ça sera peut-être intéressant. Peut-être lui meilleur buteur, et finalement non. Même Fulgini Saïd qui s'est Saïd, Sotoka, même on pouvait penser, même si ça a été compliqué, très très compliqué. Il faut redire aussi Florent Sotoka, c'est je pense sa pire saison au RC Lens. Malheureusement, statistiquement parlant. Pourtant un joueur qui a toujours mouillé le maillot, il continue à le faire, mais statistiquement parlant, ça a été très compliqué. Très pénible. Donc, en tout cas, la petite surprise à Marseille, on est début mars. On enclenche là, de toute façon, vous n'avez plus rien à jouer à part la Ligue 1. Il faut reviser, il faut essayer de viser ce top 6, top 7 pour accrocher l'Europe. Vous avez encore une fois cette période de défaillance avec des cartons rouges aussi qui viennent un peu qui s'accumulent derrière. Mais c'est le parfait exemple, je trouve, qu'il y a une alternance, il y a une période d'alternance qui s'installe entre défaites et victoires pendant 7 journées. Et ces matchs-là, dans ce lot-là, il y a clairement ces 2 défaites à domicile complètement encore désolante et triste pour vous. 2-0 contre Reims qui n'avait plus gagné depuis 12 matchs, qui n'avait plus marqué le moindre but depuis 20 matchs, qui était en bas du bas du bas. Vous les relancez complètement, vous les laissez vous battre 2-0 à domicile, c'est pas rien. Et en plus, derrière, quelques semaines plus tard, on est fin avril, là vous en prenez 4 contre Auxerre. De loin, j'imagine, la pire performance de la saison. Ça a été la pire performance, un match cauchemardesque, pardon. Pour cette fin de saison, je pense qu'il n'y a rien à dire sur ce match. Par la suite, heureusement, et je pense que c'était inespéré, t'en parleras, le succès face à Lyon, c'était vraiment inespéré. Ils ont réussi à le faire. Donc franchement, mais toujours la même chose, comme tu l'as dit, à chaque fois à domicile très compliqué, à l'extérieur ça va mieux. À l'extérieur sur cette même période. Entre-temps, il y a une victoire 3-1 à Brest, qui est quand même encore une équipe solide sur le papier, qui venait de jouer la Ligue des Champions, mais qui
On le verra encore jusqu'à la dernière journée, convoitera la 8e place, qui peut être très importante, on le verra aussi, mais qui joue au coude à coude avec vous, qui est plus à votre niveau, même si en fait on se dit que sans ces défaites étranges et humiliantes à domicile contre les tout petits, vous pouvez largement jouer le top 6. C'est ces points-là qui vous coûtent très cher. Et il y a surtout ce succès à Lyon 2-1 dans la foulée de cette défaite 4-0 à domicile contre Auxerre, où là encore on se dit que Lens retombe dans ses travers et Lens rebondit à nouveau quand il s'agit d'aller faire une perf à l'extérieur. Sur une superbe que se passe-t-il quand Lens est loin de Bollaert cette saison? On n'a pas tous compris ce qui s'est passé, mais la victoire avec ce très beau but d'Anas Zaroury, votre plus beau but peut-être de la saison là aussi. Il s'est réveillé lui aussi à ce moment-là. Ouais, un tout petit peu, qui a beaucoup aussi été très critiqué. Même Will Steele disait du mal de lui et qu'il savait pas faire grand-chose à son poste, mais peut-être comment il savait pas trop le positionner sur le terrain. Je pense que c'est surtout mentalement aussi que ça a été compliqué pour Anas Zaroury et je pense que ça lui a vraiment fait du bien et ça l'a un peu libéré ce but face à Lyon. Et cette victoire 3-1 contre Brest pendant cette même période finalement qui va un peu jouer puisque vous êtes sur ce coude à coude pour finir la saison avec Brest. Et petit match nul pour l'avant-dernière journée contre Toulouse où vous perdez cette place de 8e au profit de Brest qui vous double parce qu'ils battent Lille. À domicile. Mais à la dernière journée, Brest qui calera de son côté et vous finirez par votre plus beau match de la saison finalement. Le dernier. Là où cette fois il y aura un carton rouge dans le camp d'en face, la 52e pour Magassa le Monégasque et vous gagnez 4-0 à domicile contre l'AS Monaco avec là encore, et je trouve que les buteurs symbolisent très bien aussi le dynamisme de ce milieu de terrain qui a été le pilier parce qu'une défense décimée en cours de saison, une attaque un peu absente, tout a beaucoup reposé sur le milieu de terrain, doublé de Naïl El Anaoui, but d'Adrien Thomasson et but d'Anas Zaroury, qui, comme tu l'as dit, a repris un petit peu du poil de la bête. Parfaite fin de saison pour Lens, qui accroche la 8e place. Bah, du coup, belle fin de saison avec cette victoire à Monaco. Et voilà, comme tu l'as dit, Zumfort, on les a retrouvés contre Monaco. Et là, Inaoui, Thomasson aussi. Il a fait son bout de chemin quand même cette saison, très combatif. Je crois que c'est l'un des milieux de Ligue 1 qui a fait le plus de kilomètres. Ce qui ne m'étonne même pas. Ce qui ne m'étonne pas. Il court partout. Non, franchement, Thomasson, cette année, j'ai été surpris parce qu'une dernière fin de saison, c'est lui qui nous fait perdre l'Europa League sur une balle donnée pour Montpellier. Et voilà. Oui. Ils savent bien se racheter à Lens. Ouais, il s'est bien racheté. Bien se racheter. Lens qui finira donc 8e de Ligue 1. Une place qui aura son importance peut-être en vue de la situation de l'Olympique Lyonnais au niveau administratif et financier. Puisque le 7e de Ligue 1 est européen. Lyon a fini 6e. Et si Lyon venait à ne plus être de Ligue 1 ou ne pas pouvoir disputer de Coupe d'Europe, on espère que la place reviendrait au 8e et donc vous avez bien fait de doubler Brest à la dernière journée. Sait-on jamais. On sait jamais. Voilà. Mais c'est une place qui correspond plutôt bien à la saison en dents de scie de Lens, sachant que vous finissez avec 15 victoires pour 12 défaites. Et dans les 12 défaites, il y a une bonne moitié de défaites qui sont quand même des défaites un peu bêtes. Un peu bêtes, on va dire ça. Petite pause musicale, si tu veux bien. Allez. Et 23h45 maintenant. Au dernier moment de pause avant d'aborder ce qui était la fin de saison du LOSC et cette année 2025 du LOSC. Du coup, on parle un peu LOSC. Je vous propose une petite chanson de l'album du LOSC traditionnel. On est tous des petits quinquins. Ça symbolise très bien le Nord. Donc on reste là-dessus. Petite pause et on revient dans un instant pour parler du LOSC pour finir cette émission spéciale. À tout de suite. On est tous des petits quinquins. Je ne sais pas si j'ai bien le mot quinquin d'ailleurs. Ici, je suis pas nordiste d'adoption. Je suis nordiste d'adoption. Excusez-moi. On est de retour en direct sur Radio Campus Lille 106,6 FM pour cette émission du Campus Sport Club dédiée au RC Lens et au LOSC. Voilà, la petite dédicace pour ceux qui arriveraient peut-être en cours de route. On revient avec Baptiste ce soir sur les saisons respectives de nos deux clubs nordistes. On a abordé à l'instant, on a fini sur la saison de Lens. On va finir la saison du LOSC. On était à ce moment de la saison où Lille était sur ses 21 matchs de suite sans défaite. On arrive en 2025 où il y a cette défaite contre Liverpool fin janvier en Ligue des Champions. Ouais. Il y a cette défaite dans la foulée à Strasbourg qui met fin donc à leur invincibilité, que ce soit toute compétition confondue ou en Ligue 1. Donc voilà, peut-être aussi on arrive à un moment où on sent l'usure physique, l'enchaînement des matchs qui commence à être très très dense pour Lille. Ça va l'être encore plus dans la foulée. Il y a la Coupe de France qui se poursuit quand même pour le LOSC. Dans les dates clés à retenir de la saison, il y a notamment le 14 janvier, c'est ça. Il y a le match à Marseille où
On verra juste après, il y aura le même schéma de jeu qui s'appliquera. Il y a ce match à Marseille en 16e de finale de Coupe de France. Victoire sur le papier 1-0 du LOSC jusqu'à la 90e plus 6 avec cette égalisation de Luis Enrique qui oblige les Lillois à se faire peur au tir au but. Finalement, ils s'en sortiront bien, mais ça annonce un peu la couleur de ce qui va arriver juste après. Ouais, mais surtout, quel but je m'en souviens, j'avais vu le match de Luis Enrique. Et au penalty, on a retrouvé un deuxième gardien que je connaissais pas vraiment. Vito Mannone. Mannone qui m'a impressionné. Voilà, on en parlera, je pense, sur l'épisode Mercato, malheureusement pour lui. C'est la fin avec le LOSC. Mais ouais, ils ont eu chaud, très chaud. Surtout à la dernière minute, se prendre le but de Luis Enrique. Mais finalement, c'est passé. Et ce but-là, la dernière minute, ça fait un peu aussi écho à ce qui s'était passé un mois et demi plus tôt, où ils font 2 matchs nuls à Nice et à Montpellier. Ils font 2 matchs nuls 2-2 et ils prennent des buts à chaque fois à la 90e plus 2. On voit que Lille aussi, peut-être que c'est à l'image de leur effectif, beaucoup de matchs, une grosse densité de jeu, en plus des matchs très costauds, des matchs couperés en Ligue des Champions, la Ligue 1 qui impose à ne jamais avoir le droit à l'erreur pendant cette période-là, et des buts qui sont concédés à la dernière minute. Ça pèse aussi dans les organismes. On voit que Lille, sur les fins de match, est un peu haletant, a du mal à aller de l'avant, a du mal à proposer du jeu même, surtout quand ils sont menés au score. Avec ces défaites, donc, notamment à Liverpool, à Strasbourg, où c'est dommage qu'il manque un petit peu d'allant dans la dernière minute, même si Genesio est obligé d'appliquer beaucoup de turnover à l'époque, beaucoup de changements. Et c'est là aussi où on a du mal à dessiner un 11 lillois qui s'établit, comme on l'avait dit en intro, et on a du mal aussi à avoir des schémas de jeu et des joueurs qui se trouvent. Je pense que ça, c'est primordial quand même pour une équipe. Oui, bien sûr. Et puis en défense, ça a été du coup plus compliqué. Je pense avec ses turnovers et puis la blessure aussi de Thiago Santos, ça a été compliqué. Je pense que ça a joué du coup sur les égalisations dans les dernières minutes. Voilà. Et puis il y a une autre désillusion qui arrive juste après, le 4 février. On est en 8e de finale de Coupe de France. Le tirage donne Dunkerque pour les Lillois qui jouent à domicile à Pierre-Mauroy. On est là-dessus normalement sur une affiche Ligue 1, Ligue 2 à domicile, tout va. Lille qui pousse beaucoup, Dunkerque qui montre que c'est une solide équipe de Ligue 2, très solide même, qui ira en fin de saison jouer la montée en Ligue 1 et qui perdra en barrage, il y a quelques semaines de cela d'ailleurs, et qui, malgré avoir concédé l'ouverture du score à la 85e minute, va là encore trouver les ressources et à la 90e plus 6, tiens donc, bis repetita, égalisation des Dunkerquois qui poussent Lille au tir au but, et cette fois ça ne sourit pas du tout aux Lillois, éliminés. Là, de cette manière-là, encore un but à la dernière minute, encore un schéma de jeu qui se répète. C'est un peu aussi un tournant la saison lilloise qui va avoir du mal à se remettre de tout ça. Ouais, ça a été très compliqué cette défaite face à l'USLD avec donc ce but à la dernière minute aussi de Keïté Jeanne. Les Dunkerquois n'ont pas démérité, mais même si je pense que le LOSC aurait dû l'emporter sur la physionomie du match. Et voilà, comme tu l'as dit, en fait, c'est toujours le scénario qui se répète, malheureusement, avec une défense qui faiblit en fin de match et qui cède. Et l'attaque même qui commence à manquer de répondants. Alors, étrangement, il y aura quand même, fin janvier, il y aura quand même coup sur coup, 2 cartons pleins, un 6-1 et un 4-1 contre le Feyenoord en Ligue des Champions et contre Saint-Etienne, qui font la part belle à tout le panel offensif. Pendant ce temps-là, il y a quand même Edon Zegrova qui est absent. Qui va peser finalement sur cette fin de rencontre, qui s'est blessé mi-décembre et qui ne on le retrouvera plus. On le reverra plus. On ne sait même pas où il est aujourd'hui. On ne sait pas où il est, malheureusement. Voilà, on le cherche encore. Je pense que ça a été aussi une petite claque pour les Lillois, même si pour Bruno Genesio peut-être aussi. Ouais, bien sûr. Même s'ils ont les armes, ils ont encore d'autres armes offensives comme Fernandez Pardo par exemple, que j'ai trouvé très très bon, et surtout sur le deuxième derby. Oussam Sahraoui, sur ces 2 matchs-là, il marque 3 buts aussi. Sahraoui aussi, excellent. On pense qu'il va prendre la relève d'Edon Zegrova à ce moment-là aussi. Oui, on a du mal à trouver le vrai remplaçant. En fait. Bah ouais, Edon Zegrova, c'est un joueur unique, c'est un joueur frisson, et malheureusement, son absence a quand même un peu pesé, je trouve, sur la suite de la saison. Sur la suite de la saison et du manque de force offensive, c'est dommage pour Lille qui en aurait eu clairement besoin
contre une équipe qui était extrêmement offensive à ce moment-là. On est en 8e de finale de Ligue des Champions. On rappelle Lille qui avait fini dans le top 8, qui s'était épargné les barrages et qui tombe contre le Borussia Dortmund. Et là encore, une double confrontation un peu frustrante et des fois ça tourne à l'avantage des Lillois comme à l'époque lors des tours préliminaires contre Fenerbahçe ou Slavia Prague. Là, cette fois, ça tournera en défaveur du LOSC qui, là encore, a les cartes en main. Il y a ce match nul arraché à Dortmund, enfin pas arraché, mais vraiment au combat, et on pense en plus qu'ils peuvent faire mieux. Oui, sur la deuxième mi-temps, ils peuvent encore faire mieux et marquer même le but de la victoire. Voilà. Après, c'est quand même un bon nul cherché à l'aller. Et puis au retour, malheureusement, cette défaite 2-1 après le but de David, l'égalisation d'Emre Can, puis le but de Bayer, superbe but à la 65e. C'est vrai. Qui a condamné les Lillois. Magnifique, une frappe tendue, pleine lucarne. Comme le but de Julián Álvarez contre Atlético Madrid. Le Chevalier s'est pris des sacrés buts aussi. Pour aller marquer un but contre le Chevalier. Il en a arrêté des sacrés, aussi. Mais ça a été compliqué. Là, je pense que ça a été le plus gros coup pour Lille, malheureusement. Puis dans la même période, ils prennent un 4-1 à Paris. Ils prennent 4-0 à la mi-temps, sachant que Chevalier doit en sortir 5 qui sont buts tous les jours. C'est un match catastrophique. C'était sur le pire match à l'époque de Lens contre Auxerre, à peu près dans cette fin de saison. Là aussi, Lille est complètement à bout de souffle et on est juste avant d'aborder le match aller contre Dortmund. Ils prennent 4-1 à Paris, mais ils pourraient en prendre 8 sur le papier. Ils ont du mal à retrouver leur souffle. Malheureusement, je pense qu'ils avaient vraiment besoin d'une pause. Trop de matchs joués et trop pour eux, trop. Et puis on a des matchs après qui suivent où là encore on parle d'un LOSC qui pousse offensivement. Le LOSC regagne le derby retour sur finalement une boulette de Ryan, qui a fait une sacrée boulette et puis ça profite au LOSC. Mais qui a vraiment poussé, qui a dû pousser jusqu'au bout pour gagner, parce que c'est pas forcément... fin de match, ça a été compliqué, il fallait tenir. Ils ont presque rien produit de plus. Ils ont rien produit de plus, voilà, malheureusement. Et je pense que ça leur a fait quand même aussi du bien pour la fin de saison d'aller chercher le derby, parce que c'est toujours une source de motivation, même si la fin de saison était compliquée. Et voilà pour Lille sur le derby. Au tableau, à ce moment-là, Lille est encore en train de jouer à la 4e place. Le top 4, c'est la Ligue des Champions qui est en jeu. Il y a des matchs en plus qui leur sourient un tout petit peu. Il y a aussi ce nul arraché avec de la réussite contre Marseille. Juste après, on est début mai. Là, on était à 3 journées de la fin. Et Dieu sait que celui-là, on s'est dit, peut-être que Lille, finalement, ils ont bien fait de prendre ce point. C'est peut-être le point de l'Europe, le point de la Ligue des Champions même. Et puis, il y a cette fin de saison où on est dans un championnat ultra dense, ultra resserré, où tout se joue à la différence de but, comme tu l'as souligné tout à l'heure. Défaite 2-0 à Brest, qui fait qu'ils se retrouvent dans ce duel à 3 avec Strasbourg et Nice. Et même la victoire lors de la dernière journée ne leur permet pas de doubler les Aiglons qui gagnent de leur côté facilement. Lille finira donc 5e de Ligue 1, c'est la Ligue Europa. Est-ce que c'est pas finalement un mal pour un bien que ce LOSC-là joue l'année prochaine la Ligue Europa? Alors moi je pense que c'est une bonne chose quand même pour le LOSC. Je m'explique, parce qu'ils vont avoir quand même beaucoup de départs. On en parlera sur l'épisode Mercato. Ils vont avoir énormément de départs et je pense que pour reconstruire un effectif, reconstruire un groupe collectif, il vaut mieux partir en Ligue Europa, qui est une compétition quand même majeure, même si c'est moins que la Ligue des Champions bien sûr, que partir en Ligue des Champions, se trouer complètement parce qu'ils n'ont pas réussi à construire un effectif suffisamment solide pour monter en Ligue des Champions et pour prendre, comme ils ont fait cette année, d'avoir de la fatigue et du temps de jeu qui sera et pas très... ne pas réussir à faire ce turnover dont tu as parlé cette année. Je pense que c'est une très bonne chose pour eux d'être en Ligue Europa et attention, ça sera un très gros client du coup l'année prochaine en Ligue Europa. Ça peut être l'un des gros clients de cette Ligue Europa. On ne connaît pas encore beaucoup d'équipes qualifiées à cette Ligue Europa. Il y a Lyon normalement qui devrait suivre, là encore avec normalement. Bon, vous l'espérez pas, je pense. Je préfère au mérite que Lyon, voilà. Que Lyon puisse la jouer en tout cas. Oui, voilà, bien sûr. Je notais quand même du coup Lille qui aura joué 51 matchs officiels cette saison. Là aussi, pourquoi 5e mieux que 4e? Parce que Nice va devoir à son tour se taper des barrages. Là, ça va faire mal. Je pense que les Lillois vont être contents de passer un été plus cool, plus doux. En tout cas, c'est une bonne chose. Et on va l'aborder, comme tu l'as dit, tu l'as si bien teasé. Là, on arrive à la fin de cette heure d'émission.
pour celles et ceux qui veulent en savoir un peu plus, on va produire juste après un épisode, une partie bonus en tout cas sur l'après-saison de Lille et Lens avec Mercato, les départs et notamment même niveau staff et organigramme en fait. Ouais. Tout ce qui s'en suit. Donc voilà, donc c'est ceux qui sont un peu curieux, je vous invite à aller sur YouTube, Spotify ou Deezer et vous pourrez écouter tout ça pour qu'on continue de parler du RC Lens et du LOSC. Mais nous voilà, on arrive à la fin de cette saison du LOSC, on arrive à cette fin de saison tout court. Mon cher Baptiste, ce fut un grand plaisir. Ça a été un grand plaisir d'être là. Merci à vous de nous avoir écouté toute la saison, parce que je pense que c'est le dernier épisode. Et bonnes vacances bien méritées pour tous les étudiants, je pense à nos étudiants. Et on se retrouve l'année prochaine. Je lance déjà petit teaser pour l'année prochaine. Moi j'essaie d'essayer d'en caler 2-3 d'ici l'été, mais sinon oui. On va essayer, bien sûr. On peut déjà à l'année prochaine. Et d'ici là, portez-vous bien. Portez-vous bien. Bye bye tout le monde.